Kagame absent au sommet. Neiza 2025. Maladie, succession et crise de pouvoir au Rwanda. Ne vous laissez pas berner par les images bien orchestrées de Paul Kagame recevant des dignitaires étrangers dans son bureau présidentiel. Son absence au sommet Neiza 2025, organisé dans sa propre capitale, alors qu'il se trouve bel et bien au Rwanda, soulève de sérieuses questions. Maladie, déclin physique, stratégie de succession avec sa fille Ange Kagame. Derrière les discours sur l'énergie nucléaire, un autre courant traverse Kigali, celui d'un régime en perte de souffle, qui tente de dissimuler une vérité de plus en plus difficile à cacher. Ce reportage vous plonge dans les coulisses d'un pouvoir fragilisé. Le sommet Neiza 2025, Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, aurait dû être l'un des moments de gloire de Paul Kagame. C'était l'occasion rêvée pour le président rwandais de renforcer son image de visionnaire, de technocrate moderne, d'architecte du futur énergétique du continent africain. Et pourtant, il était absent. Pas en voyage, pas en mission diplomatique à l'étranger, mais bien physiquement au Rwanda. C'est là que commence la vraie interrogation. Pourquoi le chef d'État d'un pays hôte, investi depuis près d'une décennie dans des projets nucléaires ambitieux, n'a-t-il pas ouvert un sommet international majeur organisé dans sa propre capitale? Dans toute démocratie ou dictature bien huilée, la symbolique politique est essentielle. L'absence d'un président à un tel événement, surtout quand ce président est connu pour son culte de l'omniprésence, n'est jamais anodine. A fortiori dans un pays comme le Rwanda, où chaque apparition de Paul Kagame est savamment mise en scène, chaque discours pesé, chaque geste mesuré. Le sommet Neiza 2025, co-organisé avec l'AIEA et des partenaires internationaux de premier plan, rassemblait des délégations de plus de 30 pays, des ministres, des scientifiques, des experts du nucléaire. C'était un événement taillé sur mesure pour Kagame. Et pourtant, il a brillé par son absence. Officiellement, Kagame a continué à travailler. Des images diffusées par son bureau le montrent recevant Raphaël Mariano Grossi, le directeur de l'AIEA, dans l'enceinte du village Urugwiro. D'autres photos l'ont immortalisé, s'entretenant avec le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zein. Mais quelque chose cloche dans ces images. Ce ne sont pas des photos d'un dirigeant en pleine forme, dynamique et engagé. Ce sont des clichés figés, froids, soigneusement sélectionnés pour créer l'illusion de normalité. Le détail le plus révélateur est ailleurs. La présence de sa fille, Ange Kagame. De plus en plus visible aux côtés de son père, elle semble peu à peu occuper un espace médiatique et politique jusque-là réservé au président lui-même. Elle est apparue lors de la réception de Grossi, comme une assistante de confiance, presque comme une héritière politique. Pour beaucoup de Rwandais, cette montée en visibilité d'Ange Kagame n'est pas anodine. Elle incarne une stratégie de succession silencieuse, un transfert de pouvoir déguisé, une transition dynastique que Kagame prépare dans l'ombre. L'idée que Paul Kagame soit gravement malade circule depuis plusieurs semaines. Son absence prolongée en juin, ses silences inhabituels, ses annulations de dernière minute, tout semble indiquer un problème de santé sérieux. Pourtant, aucun communiqué officiel ne vient éclairer l'opinion. Le régime rwandais, fidèle à sa culture de l'opacité, préfère contrôler l'image plutôt que de dire la vérité. Et cette image, en ce 1er juillet 2025, est celle d'un président absent à l'un des événements les plus stratégiques de son propre mandat. Car ce sommet n'était pas anodin. Neiza 2025
marque une étape dans l'ambition du Rwanda de devenir un acteur énergétique majeur sur le continent. Avec une capacité actuelle de seulement 406,4 MW, le Rwanda mise sur les petits réacteurs modulaires, PRM, et les micro-réacteurs pour combler ses besoins énergétiques croissants. Le pays a signé des partenariats avec la Russie, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne. Il a formé plus de 200 ingénieurs et techniciens, identifié des sites pour implanter ses centrales, lancer des études de faisabilité. Et pourtant, au moment de présenter tout cela au monde, son président se dérobe. Le Premier ministre Edouard Ngirente a été chargé de prononcer le discours d'ouverture. Il a vanté les mérites de l'énergie nucléaire, évoqué les 600 millions d'Africains sans accès à l'électricité, souligné l'importance de solutions à faible émission carbone. Mais son discours, aussi bien ficelé soit-il, n'a pas pu masquer l'absence du chef de l'État. Une absence qui a laissé les observateurs étrangers perplexes, les diplomates mal à l'aise et les Rwandais inquiets. Cette inquiétude n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs mois, des signes de fatigue extrême sont visibles chez Kagame. Il parle moins, voyage peu, délègue davantage. Ce n'est pas seulement le poids des années, il a 67 ans. C'est le poids d'un régime qui repose entièrement sur sa personne. Un régime qui, sans lui, vacille. Et c'est peut-être pour cela qu'Ange Kagame est de plus en plus présente. Parce que l'heure de la relève approche. Parce que le vide est imminent. Parce que le système rwandais, construit sur la centralisation absolue du pouvoir, n'a pas prévu de plan B. Mais la succession d'un homme comme Paul Kagame ne peut pas se faire sans heurts. Le Rwanda est une poudrière politique, une société quadrillée, marquée par la peur, la surveillance, la propagande. Remplacer Kagame, c'est risquer l'implosion du système. D'où cette stratégie de continuité familiale, Ange Kagame, élevé dans les arcanes du pouvoir, formé à l'étranger, maîtrisant la communication internationale, pourrait devenir la façade d'un pouvoir toujours tenu en coulisses par les fidèles du RPF. Or, cette hypothèse ne rassure personne, ni les partenaires occidentaux, inquiets d'un transfert de pouvoir non démocratique, ni les populations locales, fatiguées de la concentration du pouvoir entre quelques mains. L'énergie nucléaire, si elle a un potentiel transformateur réel, risque d'être instrumentalisée comme un outil de légitimation du régime, un moyen de détourner l'attention de la crise de gouvernance qui se profile. En effet, les partenariats nucléaires du Rwanda ne sont pas seulement technologiques, ils sont aussi diplomatiques. En signant avec Nano Nuclear Energy Inc., Dual Fluid Energy Inc. et d'autres, le Rwanda cherche à se positionner comme un acteur stratégique entre les grandes puissances. Mais cette position est fragile. Elle repose sur l'image d'un leadership stable, moderne, prévisible. Or, l'absence de Kagame au NEISA 2025 détruit précisément cette image. Le sommet, bien que réussi sur le plan logistique, s'est donc transformé en révélateur de crise. Une crise de santé, d'abord. Car il est difficile de croire que Kagame ait volontairement cédé la vedette à son Premier ministre. Une crise politique ensuite, car l'absence du président, au cœur même de la stratégie énergétique nationale, laisse planer le doute sur l'avenir du régime. Et une crise institutionnelle enfin, car elle révèle l'absence de mécanismes de remplacement, de transparence, de responsabilité. Dans ce contexte, la présence d'Ange Kagame prend tout son sens. Elle est le symptôme d'un pouvoir qui ne fait confiance qu'à lui-même, d'un système fermé, obsédé par sa propre survie. Et pourtant, cette stratégie pourrait se retourner contre ses architectes, car le peuple rwandais n'a jamais été consulté sur cette succession dynastique. Et la communauté internationale
si prompte à louer la stabilité rwandaise, commence à s'interroger. L'ambition nucléaire du Rwanda, si elle est sincère, nécessitera plus que des réacteurs et des protocoles. Elle nécessitera une gouvernance ouverte, une stabilité institutionnelle, une légitimité populaire. Et pour cela, le pays devra sortir de l'ombre de Paul Kagame. Or, pour l'instant, tout montre que le régime ne veut pas ou ne peut pas envisager cette transition. Les images de Kagame recevant Grossi et Zein sont donc à analyser avec lucidité. Elles ne sont pas la preuve d'un retour en force, mais la mise en scène d'un pouvoir qui vacille, un pouvoir qui tente de rassurer sans convaincre, un pouvoir qui joue la montre tout en préparant une succession non déclarée. L'avenir du Rwanda ne se jouera pas uniquement dans ses centrales nucléaires, mais dans sa capacité à inventer un nouveau contrat social, à sortir du modèle autoritaire et centralisé qui a permis au régime de survivre, mais qui ne peut plus garantir sa pérennité, à reconnaître que la transparence, la démocratie, la participation citoyenne ne sont pas des menaces, mais des garanties de stabilité. Pour l'instant, le sommet Neisa 2025 restera dans l'histoire comme l'événement que Paul Kagame n'a pas ouvert. Un sommet qui aurait dû être le sien, mais qui est devenu celui de son absence. Et dans les systèmes politiques fondés sur la peur, l'absence du chef est toujours plus bruyante que sa présence. À travers cette absence, c'est tout un système qui se dévoile. Un système qui repose sur un homme affaibli, une succession opaque et une illusion de stabilité. Le Rwanda a besoin d'énergie. Mais plus encore, il a besoin de vérité. Bien que l'événement Neisa 2025 ait été conçu pour mettre en lumière les ambitions nucléaires de l'Afrique, et particulièrement celles du Rwanda, il a paradoxalement mis à nu la vulnérabilité d'un régime trop dépendant d'un seul homme. L'absence de Paul Kagame, malgré sa présence physique dans le pays, a révélé ce que beaucoup redoutaient depuis des mois. Le président ne gouverne plus pleinement. Cette réalité, dissimulée derrière une propagande bien huilée, commence à se fissurer sous la pression d'un contexte local, régional et international de plus en plus instable. Le silence officiel autour de la santé de Paul Kagame n'est pas qu'un choix de communication. Il est devenu un réflexe de survie pour un système qui ne sait pas comment gérer l'après-Kagame. Chaque jour, sans apparition publique, suscite des rumeurs. Chaque apparition limitée alimente les spéculations. Les réseaux sociaux rwandais et la diaspora bruissement de discussions autour de son état de santé. Certaines sources évoquent des soins médicaux intensifs, d'autres parlent de phases d'inconscience, voire d'une capacité mentale réduite à prendre des décisions. Ces affirmations, bien que non vérifiables de manière indépendante, gagnent en crédibilité à mesure que l'absence de Kagame à des événements cruciaux se répète. Dans ce vide présidentiel, un nouveau visage émerge progressivement, celui d'Ange Kagame. Jusqu'ici connu pour ses engagements philanthropiques et son rôle discret dans les affaires publiques, elle devient de plus en plus visible dans les instances du pouvoir. Lors des récents événements diplomatiques, elle a été aperçue en arrière-plan, attentive, présente, presque dans un rôle d'assistante présidentielle officieuse. Mais derrière cette posture apparemment apolitique se cache une possible préparation à la succession. En instaurant sa fille dans les cercles du pouvoir, Kagame semble vouloir verrouiller l'héritage du régime RPF et garantir sa continuité familiale. Ce scénario n'est pas inédit en Afrique, ni même dans les régimes autoritaires ailleurs dans le monde. Le modèle dynastique, combinant autoritarisme et népotisme, a été observé au Togo, au Gabon, au Tchad ou encore en Syrie. Mais au Rwanda, cette perspective entre en contradiction avec l'image que Kagame a longtemps projetée
celle d'un technocrate moderne, rationnel, hostile aux pratiques féodales. Imposer sa fille comme successeur reviendrait à détruire ce narratif et à révéler la nature réelle de son régime. Une autocratie familiale déguisée en modèle de stabilité. Cette stratégie de continuité dynastique présente pourtant de sérieuses limites. D'abord, Ange Kagame n'a aucune légitimité politique. Elle n'a jamais été élue, ne s'est jamais confrontée à la population, ni même exprimée publiquement sur les grands enjeux du pays. Ensuite, le Rwanda est un pays profondément divisé, traversé par des tensions ethniques, sociales et régionales que le RPF a toujours étouffées plutôt que résolues. Un changement brutal de leadership, sans légitimité démocratique, pourrait raviver ces tensions et faire exploser le fragile équilibre national. De plus, la communauté internationale, qui a longtemps fermé les yeux sur les dérives du régime rwandais en échange d'une coopération sécuritaire et d'une image de bon élève du développement, commence à se détourner de Kagame. Les États-Unis, sous pression de leurs propres opinions publiques et face aux révélations de plus en plus nombreuses sur l'implication du Rwanda dans les conflits en RDC, prennent leur distance. L'Union européenne, quant à elle, multiplie les signaux critiques, notamment à travers le Parlement, qui a voté plusieurs résolutions dénonçant les violations des droits humains par le régime de Kigali. Si cette tendance se poursuit, le Rwanda perdra progressivement son statut de protégé de l'Occident. C'est dans ce contexte que les ambitions nucléaires du pays prennent une dimension encore plus stratégique. En diversifiant ses partenariats avec les États-Unis, mais aussi avec la Russie, l'Allemagne, le Canada, Kigali tente de se placer au centre d'un échiquier géopolitique en mutation. L'énergie nucléaire devient un outil diplomatique, un levier pour maintenir des alliances malgré les critiques. Mais là encore, l'absence de Kagame vient affaiblir cette stratégie, car sans leadership fort, sans figure capable d'incarner et de défendre ses projets, les partenaires hésitent. Les investissements ralentissent, les promesses deviennent incertaines. Le Rwanda a beau former des ingénieurs, identifier des sites, signer des protocoles d'accord, il lui manque aujourd'hui une chose essentielle, la confiance. La confiance de sa population, d'abord, qui observe avec inquiétude les signes d'un pouvoir affaibli. La confiance de ses partenaires, ensuite, qui veulent des garanties de stabilité, de transparence, de gouvernance responsable. Et cette confiance ne peut pas se construire sur des photos posées, des discours délégués ou des apparitions symboliques. Elle exige un leadership réel, incarné, cohérent. En refusant d'ouvrir NEISA 2025, Kagame a envoyé un message clair. Il n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions de chef d'État. Quelles qu'en soient les raisons, maladie, épuisement, volonté de préparer la succession, le constat est le même. Le Rwanda entre dans une phase de transition. Une transition non planifiée, non débattue, non acceptée. Une transition à haut risque. Cette situation rappelle les dernières années de Meles Zenawi en Éthiopie, autre autocrate technocratique d'Afrique de l'Est, dont la disparition brutale avait plongé le pays dans une période de confusion politique et de recomposition douloureuse. Elle rappelle aussi la succession dynastique ratée de Faure Gnassingbé au Togo, imposée à la hâte, contestée par la rue, tolérée par la communauté internationale, mais rejetée par une large partie de la population. Le Rwanda, en tentant de combiner autoritarisme, ambition technologique et succession familiale, prend un pari risqué, car aucun réacteur nucléaire ne peut stabiliser un régime instable. La question fondamentale reste donc posée. Que se passera-t-il après Kagame? Si le régime ne prépare pas une transition inclusive, transparente,
respectueuse des équilibres internes du pays, il court vers une crise. Une crise institutionnelle, car le système actuel ne repose que sur la volonté d'un seul homme. Une crise sociale, car les frustrations accumulées depuis des années risquent d'exploser. Une crise régionale, enfin, car le Rwanda est impliqué dans tous les conflits de la région des Grands Lacs, et qu'un effondrement du régime aurait des conséquences déstabilisatrices majeures pour ses voisins. Il est donc impératif que la communauté africaine prenne conscience de cette réalité, que les partenaires du Rwanda, au lieu de se contenter d'images de façade, posent les vraies questions, que les Rwandais eux-mêmes exigent des réponses, des garanties, un avenir collectif. Car si la technologie nucléaire est une promesse d'avenir, elle ne doit pas être une couverture pour masquer les dérives du présent. L'heure est à la vérité, à l'acceptation que même les régimes les plus forts peuvent vaciller, que le pouvoir ne peut être concentré indéfiniment entre les mains d'un seul clan, que la santé d'un homme ne peut déterminer le sort d'un peuple. Le Rwanda mérite mieux qu'un règne silencieux, une succession héréditaire et une illusion de stabilité. Il mérite une démocratie réelle, une gouvernance responsable, une souveraineté populaire. Tant que Paul Kagame ne se présentera pas publiquement, tant qu'aucune explication honnête ne sera donnée sur son absence au NEISA 2025, tant que sa fille apparaîtra comme son ombre, prête à le remplacer, le doute subsistera. Et ce doute est le pire ennemi d'un pays qui prétend vouloir se projeter dans l'avenir. Le nucléaire ne peut pas éclairer un régime qui reste dans l'ombre. Le développement durable ne peut pas reposer sur une instabilité politique. Et la souveraineté énergétique ne saurait compenser un déficit démocratique. Alors oui, le sommet NEISA 2025 aurait pu être un tournant. Il l'a été, mais pas pour les raisons prévues. Il a révélé la vérité que le régime tente de cacher. Le roi est malade et son royaume chancelle.